Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ces nouvelles éditions des Rendez-vous du Lab. Alors, dans ces Rendez-vous du Lab, vous trouverez des regards de spécialistes, d'experts. Vous trouverez également des retours d'expérience sur des expérimentations ou des projets qui sont menés à la sécurité sociale ou en dehors pour vous apporter une vision terrain, pour vous apporter également une vision prospective sur les grandes tendances sociétales, environnementales, ou économiques ou technologiques qui transforment nos organisations. Alors aujourd'hui, l'édition des Rendez-vous du Lab porte sur l'intelligence artificielle. Alors cette édition vient compléter une série que nous avions initiée en 2023 qui nous a permis de nous acculturer, de nous approprier et décrypter les principaux concepts de l'IA, qui nous a permis de saisir les opportunités pour nos métiers, pour les collaborateurs, et aussi de comprendre et de nous sensibiliser aux risques et aux enjeux d'éthique. Alors en 2024, la feuille de route du Lab consacrera une part importante aux impacts de l'IA sur le travail, les métiers et les compétences, avec bien sûr d'autres événements sur l'état de l'art de l'IA. Ce travail sur l'étude de l'impact de l'IA sur nos environnements de travail, l'emploi et les compétences se fera en articulation avec l'Observatoire des métiers porté par l'UCANS, ainsi que les projets qui sont menés dans les branches. En 2024, on consacrera également des éditions sur l'état de l'art de l'IA, sur son actualité et sur les évolutions, puisque c'est un secteur qui évolue rapidement. Et l'actualité récente nous l'a démontré, puisque au mois de mai, nous avons eu l'intervention du président Emmanuel Macron, qui a rassemblé les grands acteurs de l'IA à l'Élysée. Nous avons eu également le lendemain le salon Vivatech, qui a rassemblé les grands acteurs de la technologie. Et puis, nous avons eu l'adoption définitive de l'AI Act, qui instaure la régulation de l'IA avec cette législation européenne. Alors, lors de son intervention, le président Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour favoriser, entre autres, l'adoption et l'extension de l'IA à de nombreux secteurs économiques et sociaux. Et particulièrement, il encourage l'adoption de l'IA au sein des services publics et des collectivités et des territoires. Alors, la sécurité sociale, en tant que service public, se prépare bien sûr à cette adoption et se prépare à cette révolution d'usage, puisque depuis 2023, plusieurs expérimentations sont lancées dans les différentes branches et nous aurons l'occasion d'y revenir dans de prochaines éditions du Lab. Alors cette adoption qui repose sur un passage à l'échelle qui représente un défi à la fois technologique mais aussi socio-organisationnel. Et c'est pour cette raison que nous devons anticiper les transformations à venir, préparer les collaborateurs, les accompagner pour mettre en place une démarche d'intégration de l'IA qui se veut positive, éthique et responsable. Et c'est cet objectif que l'on s'est fixé au sein du Lab pour l'année 2024 en tout cas. Alors, l'IA générative, puisque les expérimentations aujourd'hui portent essentiellement sur l'IA générative, n'est pas encore déployée. Elle soulève toutefois de nombreuses questions sur le travail, sur la nature du travail, sur l'éthique, sur la collaboration homme-machine. Et elle interroge également sur les craintes de voir son emploi ou son activité disparaître ou transformer, de ne pas pouvoir s'adapter à l'IA, de ne pas aussi comprendre les résultats qui sont produits par l'IA. Et face à toutes ces craintes et questions, il y a aussi le projet de construire une IA, comme je le disais tout à l'heure, positive, qui se veut inclusive et éthique, et qui nous permettra bien sûr d'accompagner et d'anticiper les transformations à venir, puisque l'IA peut aussi être un partenaire collaboratif qui peut améliorer les compétences, si l'on sait s'en servir, qui peut améliorer notre expérience professionnelle et nos environnements de travail, si bien sûr nous y sommes préparés et accompagnés en amont pour réussir ce défi. Alors pour répondre à toutes ces questions, nous avons bien sûr plusieurs événements au cours de l'année et le premier aujourd'hui, nous allons essayer d'y répondre avec notre invité
que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir. Donc Yann Ferguson, merci d'avoir accepté notre invitation. Je dirais qu'on ne vous présente plus, mais je vais quand même le faire. Donc vous êtes docteur en sociologie, directeur scientifique à l'INRIA et au Laboria, et vous êtes également expert auprès du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, sur le groupe de travail Futur du Travail. Et vous étiez, il me semble, présent également au cours du rassemblement organisé par le président Emmanuel Macron, qui rassemblait les grands acteurs de l'IA, qui font l'IA. Et donc vous allez pouvoir nous éclairer sur les enseignements et recommandations que vous tirez de vos travaux que vous menez maintenant depuis plusieurs années sur le sujet. Alors avant de vous laisser la parole, je vais rappeler quelques informations pratiques. Alors tout d'abord, l'émission est enregistrée et sera accessible sur UCANS TV en mode connecté. Elle ne pourra pas être relayée à l'extérieur, conformément aux engagements que nous avons souscrits. Ensuite, nous vous diffuserons un questionnaire de satisfaction à la fin de l'émission, donc je vous remercie de bien vouloir le remplir. Et enfin, nous vous proposons d'adresser des questions que nous prendrons à la fin de cette conférence et nous prendrons un peu de temps pour y répondre. Donc je vous propose de les adresser d'ores et déjà via le chat de l'émission. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole pour cette conférence de Yann Ferguson. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Effectivement, j'ai le plaisir de diriger ce Laboria, qui est une initiative commune à INRIA et au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, pour, dans un premier temps, apporter des connaissances scientifiques sur le sujet de l'intégration de l'IA au travail, dans les organisations, dans les métiers, avec une accélération du sujet. Vous l'avez dit, avec l'arrivée de l'IA générative. Lorsque la ministre du Travail de l'époque, Elisabeth Borne, a lancé le Laboria en novembre 2021, c'est-à-dire précisément un an avant l'arrivée et la sortie mondiale de ChatGPT, le mandat que l'on avait, c'était de préparer le futur du travail, avec cette idée qu'on avait encore un petit peu de temps pour voir venir. Bien un an plus tard, on est beaucoup moins dans le futur du travail, on est sur quelque chose de beaucoup plus actuel, puisque là où on considérait au moment où on a été lancé que moins de 1% des Français pouvaient dire consciemment, en tout cas, je travaille avec l'intelligence artificielle, en un an, on est passé à quasiment 20%. On est quasiment passé à 20% avec, on le verra, une grande différence entre ce petit 1% et ce 20%. C'est que les 1%, c'était des initiatives d'employeurs, et le 20%, ce sont des initiatives d'employés. C'est-à-dire ce sont des travailleurs qui ont délibérément décidé d'utiliser une technologie grand public non validée par leur employeur, par la DSI, c'est ce qu'on appelle le shadow AI, d'utiliser des outils qui ne sont pas validés par la DSI, évidemment avec des problèmes de fiabilité et de cybersécurité, mais qui l'ont utilisé délibérément, et on verra qu'il y a des enseignements à tirer de ces pratiques qu'il ne faut pas occulter lorsque les organisations vont se lancer dans le sujet de l'IA, ou si elles se sont déjà lancées, lorsqu'elles vont se lancer sur le sujet post-IA générative, c'est-à-dire non pas quelque chose qui vient après l'IA générative, mais post cette expérience de Shadow AI. Mais dans un premier temps, remonter un peu en arrière, prendre la machine à remonter le temps, et regarder un peu à quel moment le sujet commence à se poser. Parce qu'on n'a pas commencé à traiter le sujet en novembre 2022. Le sujet de l'IA au travail est finalement un peu sorti du bois en 2013 avec un article très important de deux économistes, Frey et Osborne, qui annoncent que 47% des emplois américains seraient menacés par l'intelligence artificielle ou la robotique avancée, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'intelligence artificielle pour qu'on considère en 2013 qu'il y a une accélération du sujet, alors même que l'intelligence artificielle, je pense que vous l'avez vu dans vos différentes émissions, date déjà de plus de 60 ans, et que ce n'est pas la première fois qu'on annonce qu'elle va avoir un impact majeur sur le travail. En 2010, d'abord, un véhicule autonome, réalisé notamment par l'entreprise Google, mais il y a eu d'autres projets par ailleurs, mais surtout on pense à la Google Car, réalise des dizaines de milliers de kilomètres sans avoir d'accident.
Deuxième chose, 1 an plus tard, on a une application d'un grand groupe industriel, IBM, qui s'appelle Watson, qui terrasse 2 champions de jeux de télévision en langage naturel, un jeu qui s'appelle Jeopardy. Alors, les plus anciens connaissent, on a eu la version française présentée dans les années 80-90. Jeopardy, c'est amusant parce que c'est un jeu où l'animateur donne les réponses. Et les participants au jeu doivent formuler les questions à la réponse qu'a donnée l'animateur. Et vous savez un peu, pour ceux qui suivent plutôt le jeu français, qui est Question pour un champion, que la grande force de ces joueurs, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'intégralité de la question ou de la réponse de l'animateur. Ils sont tellement rapides, ils ont tellement bossé leur sujet qu'il suffit de quelques mots et paf, ils sortent. Et on se dit, mais comment ils font? Eh bien là, Watson, en langage naturel, c'est-à-dire il est sur le plateau, les 2 candidats sont là, et il gagne haut la main. 2012, 1 an plus tard, 3e chose, le concours ImageNet. Alors le concours ImageNet, c'est un concours de reconnaissance d'images qui est organisé depuis des années, dont les participants utilisent majoritairement des technologies dites de machine learning, technologies qui sont une des grandes familles de l'intelligence artificielle, mais qui, depuis plusieurs années, les performances plafonnent à 85% de reconnaissance d'images. Et là, on a une équipe qui est notamment guidée par un des grands parrains de l'IA, Geoffrey Hinton, qui obtient 92%, donc qui explose le record, avec une approche qui est une sous-famille du machine learning qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Et il s'avère que cette approche existe depuis très longtemps, mais elle a été, à la fin des années 60, condamnée par les fondateurs de l'IA. Ils ont dit c'est une impasse, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas actuellement, mais rien ne permet de prouver que, alors là c'est un peu technique, l'addition de couches de neurones, va permettre de résoudre les problèmes qui pour nous sont insurmontables en développant l'IA par les réseaux neurones profonds. Ce qui fait que ceux qui étaient sur ces approches-là, notamment Yann Lequin, qui est un des grands champions français de l'IA, eh bien, faisaient de la recherche un peu clandestine. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de grands congrès. Vous savez, dans la recherche, il faut publier dans les grands congrès. Et là, ils arrivent, ils prennent tout le monde par surprise. C'est quoi le point commun entre la Google Car, Jeopardy et reconnaître des images? En fait, ce sont des compétences qu'on a énormément de mal à formaliser. On a énormément de mal à les décrire de manière à faire en sorte que la machine soit capable de les faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas décrire? Eh bien, on a une approche qui passe par les données. C'est-à-dire qu'on va non pas amener la compétence à la machine, puisqu'on n'est pas capable de la formaliser, on va lui envoyer une très grande quantité de données, et c'est la machine qui, à l'intérieur de ces données, va créer des règles pour réaliser les tâches par corrélation entre ces données. Du point de vue du travail, c'est extrêmement important, parce qu'on estimait jusque-là qu'une des grandes limites de l'IA, c'était d'aller chercher ce qu'on appelle la dimension tacite du travail. Ça a été formalisé par un scientifique qui s'appelle Michael Polanyi, dans un livre qui s'appelle The Tacit Dimension. Et le grand enseignement de ce livre, par rapport au travail, c'est « nous en savons plus que nous sommes capables d'en dire ». Nous en savons plus que nous sommes capables d'en dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous demandez à un expert « mais comment tu fais ?» Eh bien, comme dirait Anne Roumanoff, il ne vous dit pas tout. Voilà. Il ne vous dit pas tout parce qu'il ne sait pas qu'il le sait. Et plus vous êtes expert, moins vous savez ce que vous savez. Et donc, on était en très grande difficulté pour amener des machines dans un format qu'on appelait à l'époque, dans les années 90, des systèmes experts, qui est une forme d'intelligence artificielle qui a été porteuse de beaucoup d'espoir dans le monde économique dans les années 90, parce qu'en fait, on n'arrive pas à formaliser cette expertise de très haut niveau. Mais là, plutôt que de la formaliser, on va essayer de la dataiser, donc de capter des données et de laisser l'intelligence artificielle trouver ce qu'on appelle des motifs dans ces données, des patterns, qu'elle va ensuite utiliser pour résoudre les tâches. Voilà pourquoi en 2013, Frey Osborne nous annonce que 47% des emplois américains se situent dans une probabilité haute d'automatisation d'ici 10 à 20 ans. Alors, comment ils atterrissent à ce chiffre qui est hyper inquiétant? Il faut un emploi sur 2 à 20 ans, on ne sait pas faire. Les organisations ne savent pas faire, les politiques publiques ne savent pas faire, donc c'est très rapide. Un emploi sur 2.
Ils ont d'abord évidemment fait des états de l'art de la recherche pour regarder ce qui se faisait dans les laboratoires et ce qui avait l'air de marcher, en se disant bah, ça veut dire que dans 5 ans ça va arriver sur le marché, dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis ils ont utilisé ce qu'ils appellent des goulets d'étranglement à la frontière technologique, traduction un peu pénible de bottleneck to automation. Des goulets d'étranglement à la frontière technologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle des filtres discriminants à l'introduction de l'IA dans un métier. Alors, on considère que plus un métier mobilise certaines formes de compétences, certaines formes d'intelligence, moins il serait exposé à l'IA. A l'inverse, moins il les mobilise, plus il est exposé. Alors quels sont ces 3 filtres? En 2013, la perception et la manipulation, c'est-à-dire le fait que vous utilisez vos doigts, vos mains dans des environnements non structurés, dans des positions inconfortables, les artisans. Là, on dit, ça va être compliqué parce que les robots, c'est pas encore mature, et puis il faut réfléchir et bouger, c'est compliqué. Deuxième chose, l'intelligence créative. Ces économistes nous disent, plus vous êtes créatif dans votre travail, moins vous êtes exposé à l'IA. Et là, on commence à voir l'obsolescence de l'étude, parce que l'IA générative va justement beaucoup sur ces compétences créatives. Troisième chose, l'intelligence sociale. Prendre soin des autres, persuader, comprendre, le care. Voilà. Donc, plus vous mobilisez ces 3 formes d'intelligence, moins vous seriez exposé à l'IA. Et donc, ces économistes vont atterrir sur une espèce de graphique qui nous dit que 47%, ça va être plutôt des métiers qui sont très exposés aux routines. Parce que quand on a beaucoup de routines, on a beaucoup de données. Et donc, quelque part, l'IA va aller chercher ces routines. De l'autre côté du graphique, on a des métiers qui sont considérés comme très peu exposés. Managers, ingénieurs, enseignants et tous les créatifs. Les médecins aussi, on dit qu'ils sont peu exposés. En France, avec cette méthodologie, on a le cabinet Roland Berger qui nous dit que c'est 42% des emplois français. Le cabinet Bruegel, 50%. Donc c'est énorme. 10 ans plus tard, donc l'été dernier, l'OCDE fait une nouvelle grande étude. Et là, ils vont partir de 10 applications qui, selon eux, en tout cas ce qu'ils ont observé, constituent les progrès les plus significatifs de l'intelligence artificielle. Et sur la période 2010-2015. Je dis bien 2010-2015 parce que l'article qui lance un peu l'IA générative au sens agent conversationnel, ChatGPT, c'est 2017, avec le fameux article « Attention is all you need », en référence à la chanson des Beatles « All you need is love ». Quelles sont ces 10 applications? Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a la génération d'images, il y a la traduction, il y a les jeux vidéo en temps réel, il y a les jeux de stratégie abstraite, il y a la compréhension de la lecture, la génération d'images, la reconnaissance d'images, la reconnaissance du langage. En fait, derrière ce pot pourri un peu d'applications, il y a un trait commun. L'IA a beaucoup plus avancé sur les tâches cognitives de haut niveau non répétitives. Les tâches cognitives de haut niveau non répétitives. Une fois qu'on a ces 10 applications, on va regarder ce que ça signifie en termes de compétences. Parce que là, on ne parle que d'applications. Et là, l'OCDE va utiliser une nomenclature de compétences qu'ils utilisent dans une enquête mondiale qu'ils réalisent à intervalles réguliers sur les compétences des adultes. Cette enquête s'appelle l'enquête PIAC. Donc, ils ont une nomenclature et ils vont utiliser des algorithmes de matching entre les 10 applications et la nomenclature. Et ils vont dire finalement, l'IA, en termes de compétences, a avancé sur 5 grandes compétences. La structuration, la vitesse de structuration, c'est-à-dire la capacité à clusteriser des informations, c'est-à-dire à trouver des schémas cognitifs dans les informations qui vont faire sens. L'ordonnancement de l'information, c'est-à-dire le fait de pouvoir rapporter des informations à des règles préétablies. La mémorisation, la vitesse de perception, la capacité à saisir des informations, la flexibilité de structuration, c'est le fait d'aller structurer des informations qui sont masquées par d'autres informations perturbantes. Donc ça, ce sont les 5 grandes familles de compétences sur lesquelles il y a le plus avancé. L'OCDE voit aussi les 5 familles de compétences sur lesquelles il y a le moins avancé. Et en fait, ces 5 familles de compétences sur lesquelles il y a le moins avancé,
se relève du corps. La stabilité main-bras, la force du tronc, la force statique, la force dynamique. Finalement, voilà, l'IA a beaucoup avancé là, mais elle a très peu avancé là. Et donc après, ce que va faire l'OCDE, c'est regarder, mais qui a ces compétences? Et là, roulement de tambour, quels sont les métiers les plus exposés à l'IA selon l'OCDE? Directeurs généraux, managers et ingénieurs. C'est-à-dire quasiment l'inverse de l'étude de 2013. C'est ce que j'appelle les progrès inattendus de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que moi, quand j'intervenais depuis 7-8 ans, les COMEX ou les dirigeants qui me faisaient venir disaient « Aidez-nous à accompagner nos collaborateurs vers les transformations ». Maintenant, c'est « Aidez-nous ». Voilà, aidez-nous, parce que ces dirigeants commencent à comprendre que ce n'est pas une transformation sectorielle, que ce n'est pas une transformation qui se loge dans la ligne de partage col blanc, col bleu. Ce n'est pas une transformation qui cible les low-skill jobs, les emplois à faible niveau de qualification, ni les middle-skill jobs seulement, mais tous les niveaux de qualification sont exposés. Donc là, évidemment, ça change beaucoup de choses. Alors l'OCDE a fait aussi une étude plus qualitative auprès de 2 grands secteurs d'activité, la finance et la production manufacturière. Et ils leur ont demandé notamment s'ils se sentaient plus épanouis professionnellement du fait qu'ils utilisaient l'IA, parce qu'ils ont utilisé que des gens qui utilisent l'IA. Et à 63%, ils ont répondu oui, on est plus épanouis. Mais ces mêmes répondants, à 60%, ont dit qu'ils étaient un peu inquiets pour leur avenir. Et on verra qu'avec l'IA générative de type ChatGPT, on est actuellement aussi dans cette dissonance émotionnelle. Il y a un wow et il y a un wow. Voilà. Mais si on regarde un peu le 63%, si on fait un peu de spéléologie statistique, on peut distinguer 4 différentes populations qui ont répondu. On a ceux qui travaillent avec l'IA, on a ceux qui sont managés par l'IA, on a ceux qui managent les autres qui travaillent avec l'IA, et on a ceux dont le métier est l'IA. Eh bien, si on regarde qui ressort le plus épanoui du fait de travailler sur l'IA, ce sont les professionnels de l'IA et ceux qui managent ceux qui travaillent avec l'IA. Les moins épanouis sont ceux qui travaillent avec l'IA et sont ceux qui sont managés par l'IA. Donc actuellement, il y a une distribution de l'épanouissement au travail qui est injuste, qui n'est pas du tout une fatalité, mais qui montre à quel point on n'est pas encore mûr dans la façon d'accompagner ces transformations pour être inclusif, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne bénéficie pas seulement à quelques salariés et que la majorité se sente plutôt moins positivement impactée. Donc voilà pour ces progrès inattendus. Deuxième chose, ce que l'on voit, c'est que globalement, on parle depuis 10 ans de moins en moins d'automatisation et de plus en plus d'aide et d'assistants. On parle de moins en moins de remplacement et plus de transformation. Aujourd'hui, on a des hypothèses avec une variabilité très large, mais on va dire au ministère du Travail, à INRIA, nos hypothèses, je ne sais pas si ce sont les bonnes, mais on est plutôt sur un emploi sur 10 qui véritablement, potentiellement, pourrait non pas disparaître, mais être adressé par des systèmes d'IA à moyen terme, mais un emploi sur 2 qui se situerait dans une probabilité haute de transformation, c'est-à-dire que l'IA pourrait concerner au moins 50% de ses tâches. Donc, la question qui se pose, c'est ça fait quoi de travailler avec l'IA, notamment avec ce que je viens de dire sur la question de l'épanouissement. Et donc, si la question, ce n'est pas le remplacement, la deuxième source d'inquiétude, c'est souvent la domination. Est-ce que je vais être aux ordres de l'IA? Là, on va distinguer 2 choses. Il y a des organisations qui introduisent l'IA pour standardiser les pratiques. C'est-à-dire, leur projet d'intégration de l'IA, c'est clairement que les collaborateurs suivent mieux des protocoles de travail, des processus de travail, des gammes d'activités. Et donc, finalement, l'IA n'est que le ventriloque de ces intentions managériales. À travers l'IA, on veut processer, on veut réduire l'autonomie et on veut augmenter le caractère procédurier du travail. Et quelque part, l'IA va être, voilà, encore une fois, la courroie de transmission de ces intentions.
Donc là, je vais parler de domination active. Mais ça, c'est assez facile à percevoir. Et quand vous arrivez avec ce type de projet, les partenaires sociaux vont le voir. Alors, un cas un peu qu'on a pu croiser de domination active, c'est par exemple ce qu'on appelle la commande vocale. Vous savez, dans les entrepôts, on a eu un reportage il y a quelques années de Cache Investigation dessus, avec un système qui dit allez 3, prenez colis 8, quantité 5. Et clac, 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 la personne dans l'entrepôt, il charge. Et ce que ça a montré, c'est qu'il y avait une énorme intensification. Et puis qu'en plus, les gens, ils étaient épuisés d'entendre cette voix toute la journée. Les interactions sont limitées. Et ils racontent que derrière, les mots-clés qui doivent sortir, ils les sortent à leurs enfants, ils les sortent à leurs femmes, etc. Quand leur femme parle, ils disent répétez, voilà, parce que toute la journée, ils disent répétez, répétez. Donc il y a quelque chose d'insoutenable, mais les partenaires sociaux peuvent s'en emparer, c'est visible. Ce qui est moins visible, c'est ce que j'appelle la domination passive, c'est-à-dire la façon dont nous, professionnels, sans que ce soit une intention managériale, petit à petit, on va être de plus en plus passif vis-à-vis de ces systèmes. Pourquoi on serait passif? Ce n'est pas dans notre intérêt. Quand on est passif, c'est moins intéressant. Mais parce qu'il y a quand même un moteur de notre espèce dans les outils, c'est de réduire notre consommation énergétique. Voilà. Si on a des voitures, c'est parce que les voitures, être en voiture, c'est moins fatigant que marcher. Et aujourd'hui, on est dans une société largement sédentaire qui a investi dans des technologies de mobilité, justement pour réduire nos efforts. Eh bien, l'IA, elle vient réduire un autre effort, c'est notre effort cognitif. Et notre cerveau, il consomme du sucre. Voilà. Moi, je préférerais qu'il consomme le gras. Voilà. Il faut savoir que notre énergie, c'est 20% de sucre, c'est 80% de gras. Il prend le sucre. Et dans notre histoire sur Terre, on n'a pas toujours eu abondance de sucre comme aujourd'hui. Au contraire, on a plutôt été dans une situation de raréfaction. C'est pour ça que dès qu'on voit du sucre, pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à avoir un réflexe d'en prendre trop parce qu'on n'en a pas toujours eu autant. Et donc, on peut être quelque part tenté de réduire nos efforts cognitifs pour réduire notre consommation énergétique et finalement nous reposer de plus en plus sur ces technologies. Alors, on peut se reposer sur la technologie parce qu'on lui fait trop confiance. Comme des fois, ça nous est arrivé avec Waze, trop confiance dans Waze, alors même qu'on se dit peut-être que ce n'est pas la bonne direction, puis là on se retrouve dans un chemin dégueulasse. On aurait pu se rendre compte que ce n'était pas un bon chemin, mais on n'a pas fait attention. Ou alors, des fois, l'excès de confiance est le corollaire du défaut de confiance en soi. J'ai peu confiance en moi, donc je compense par une très grande confiance dans la machine. Il peut aussi y avoir l'effet de contentement. L'IA me propose quelque chose qui, ma foi, est pas mal, mais je peux mieux faire, mais je vais me contenter du moyen. Soit parce que je n'ai pas envie de faire mieux, soit parce que je ne peux pas faire mieux, parce que j'ai trop de travail. Je peux avoir envie aussi de partir plus tôt au travail, de rentrer à la maison. Je n'est pas là pour juger, mais ça, c'est l'effet de content. Il peut y avoir aussi la dépendance à l'outil. C'est-à-dire petit à petit, je sais de moins en moins faire par moi-même. J'ai besoin de l'outil parce qu'il y a eu une perte d'expertise. Je fais de moins en moins. Je suis plus dans le contrôle de la machine qui fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mécanismes de domination passive qui ne sont absolument pas des fatalités, mais qui sont des points de vigilance qui ne sont pas exclusifs à l'IA, mais qui vont aller chercher des tâches qu'on n'était pas habitué à adresser à des technologies qui étaient plutôt de l'ordre de celles qu'on exerçait par nous-mêmes. Et puis, il y a l'augmentation, le travailleur augmenté, ça c'est l'autre versant, qui est un peu la promesse économique. Il peut y avoir une augmentation dite rationalisation. C'est lorsque on va chercher à homogénéiser le collectif de travail. Vous savez, dans un collectif de travail, il y a des bons, il y a des pas bons, il y a des anciens, il y a des nouveaux, il y a des absents, des présents, des gens qui sont motivés, des pas motivés. Malgré tout, il faut que le travail soit fait. Et là, l'idée, c'est de regarder dans quelle mesure un système d'IA peut venir combler ces différences. Voilà. Parce que derrière, l'IA contribue à une moyennisation du résultat. Il peut y avoir aussi une augmentation dite de délégation. C'est-à-dire que ça, c'était la grande promesse il y a encore quelques années. On va déléguer à la machine les tâches dites à faible valeur ajoutée et on va se concentrer sur les tâches dites à forte valeur ajoutée. Souvent, on dit que les tâches à faible valeur ajoutée sont les tâches répétitives, les tâches routinières, les tâches qui, quelque part, des fois, on considère comme pénibles, mais qui nous éloignent du temps sur lequel on a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Alors,
ça fonctionne, mais il y a quelques mises en garde aussi. Hein. Ces tâches répétitives sont aussi des tâches qui peuvent nous soulager, hein, parce qu'on n'est pas toujours à fond, on n'est pas toujours prêt à aller vers les tâches complexes. Et parfois, ça permet de donner l'impression de faire quelque chose alors même qu'on a une énergie limitée. Mais ce sont aussi des tâches sur lesquelles on est en contrôle. Et contrôler son travail, être en contrôle, c'est rassurant. Et je dirais, en termes de bien-être au travail, ça apporte quelque chose. Les tâches complexes, évidemment, peuvent être passionnantes, mais elles ont un côté un peu inquiétant, instable, parce qu'on se demande si je peux y arriver. Voilà. Alors, vous savez que les moments les plus forts au travail, que le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi a appelé le flow, c'est lorsqu'on a un alignement d'un très haut niveau défi avec ses compétences. Voilà. Quand on est compétent et qu'on a un défi élevé, c'est le moment où on est le plus heureux. Voilà. Quand on est très compétent et que le défi est faible, on s'embête. Quand le défi est très élevé et qu'on manque un peu de compétences, on est anxieux. Voilà. Et effectivement, parfois, quand il y a des très gros défis et qu'on n'est pas sûr d'y arriver, ça peut créer de l'anxiété. Il y a aussi l'augmentation coopération. Donc, l'augmentation coopération, c'est le fait de s'associer à l'IA pour obtenir une performance que ni l'humain ne parvient à faire, ni l'IA n'arrive à faire toute seule. C'est dans l'alliance de l'un et de l'autre qu'on y parvient. Un exemple qu'on avait étudié, c'était chez un distributeur de gaz. Il devait pronostiquer chaque heure, 24 heures en avance, la consommation de gaz des Français et envoyer cette prédiction à l'Union européenne, à la Commission européenne. Et si jamais il y avait un écart de plus de 5% entre le prédit et le réel, la France est à l'amende. Et avec des systèmes statistiques classiques, on était à 4,5% de marge d'erreur. Donc on n'était pas loin de l'amende. Avec un système d'IA associé à l'expertise humaine, on est arrivé à 3,5%. Il s'avère que le système d'IA a été entraîné pour trouver des explications, des corrélations entre des données et les consommations à partir du passé. Mais parfois, il y avait des événements du présent qui altéraient cette prédiction. Et là, il n'y avait que le professionnel qui était en capacité d'intégrer cette donnée dans l'analyse et de compenser la prédiction par sa capacité à faire le lien entre cet événement et la consommation. Donc là, on avait des choses très, très puissantes. Une autre forme d'augmentation, c'est l'augmentation remédiation. C'est lorsque l'IA vient nous donner un nouveau pouvoir, des choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, la prédiction de panne. Vous avez de super techniciens en maintenance qui entendent des choses, qui disent « Oula, avec ce bruit, peut-être que la machine va tomber en panne, etc. » Mais tout le monde n'a pas ça, et puis parfois, ce n'est pas du tout évident. Et là, les capacités prédictives, à travers le traitement de très grandes capacités de données, amènent des nouvelles capacités à ces super techniciens. Donc ça, c'est pour la partie des augmentations. Voyons maintenant, parce qu'on serait déçu de ne pas en parler, l'IA générative, vous en avez parlé, l'IA générative. Donc cette IA générative qui est arrivée par la voie, pour le grand public, par la voie de ChatGPT le 30 novembre 2022. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu un énorme emballement pour cette application, notamment parce qu'elle avait un UX design, une expérience utilisateur extrêmement simple. Mais il faut être honnête, on ne s'attendait pas à ça. Voilà. On ne s'attendait pas à ça. 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Le record précédent, c'était TikTok, 9 mois. 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc on a une énorme vague et on n'est pas là uniquement pour jouer avec, pour écrire des chansons et demander à la machine si elle nous aime. Non, non, les Français notamment prennent l'IA générative et l'amènent au boulot. Comme diraient mes enfants, en loose day. Voilà. Ils ne le disent pas. 68% des Français qui ont utilisé l'IA au travail l'ont caché à leur manager. Et premier enseignement, la recherche de productivité n'est pas la valeur dominante. Il l'utilise en grande priorité pour la recherche d'idées nouvelles, le brainstorming, l'innovation, briser la page blanche, c'est-à-dire des tâches à très haute valeur ajoutée, qui sont orientées vers
l'amélioration de la qualité du travail. C'est-à-dire que ce qu'on apprend, c'est lorsque le travailleur utilise l'IA de lui-même sans qu'on lui demande, lorsque c'est son initiative, il cherche des gains de qualité et pas simplement de productivité. Bien sûr que la productivité l'intéresse, mais la productivité, c'est un argument d'employeur. Ce qui motive le travailleur, à terme, dans son travail, je ne dis pas qu'il ne peut pas être fier d'être très productif, mais ce qui le motive, et toutes les études le montrent, c'est de faire du bon travail. Et même du beau travail. Il y a une dimension esthétique dans ce que l'on produit, que parfois notre manager peut appeler de la surqualité. Tu n'as pas besoin de faire des belles mises en page, comme ça, des PowerPoint avec des animations. Ce n'est pas un besoin, c'est une envie, c'est quelque chose qui me rend fier de faire en sorte qu'on dise que mes PowerPoint sont agréables, ils sont animés, etc. La valeur fonctionnelle est peut-être faible, mais j'en suis davantage fier. Et donc on se rend compte que les usages spontanés de l'IA générative, ils vont vers la qualité, vers le bon et le beau travail. Deuxième chose, on a un passage à l'échelle. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur 1% de Français qui peuvent travailler avec l'IA, mais surtout, les centaines de cas d'usage développés par les grandes organisations, parmi ces centaines, très peu passaient la période d'essai. C'est-à-dire on avait ce qu'on appelle dans notre jargon des POC, des Proof of Concept. Proof of Concept. Et le taux de conversion de ces POC en produits, c'est-à-dire on intègre l'IA définitivement au poste de travail, dans l'activité, était aux alentours de 10 à 15%. C'est-à-dire que 85 à 90% des expérimentations ne passaient pas la période d'essai, alors même qu'elles étaient considérées majoritairement dans la phase de test comme des réussites. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir pourquoi des mauvaises solutions ne sont pas déployées. Ça, on sait pourquoi elles sont mauvaises. Mais c'était pourquoi des bonnes solutions ne sont pas déployées. Des bonnes solutions sur le plan de la performance. Et tous les travaux que je menais notamment au sein du partenariat mondial montraient que un certain nombre d'enjeux n'étaient pas suffisamment considérés dans la phase de développement de ces systèmes. L'intégration au poste de travail, est-ce que c'est utile ? Beaucoup de solutions d'IA étaient jugées performantes, mais pour les professionnels, ça ne sert pas à grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose. Des fois, ça fait perdre du temps. Est-ce qu'elles sont utilisables ? Elles sont utiles, mais est-ce qu'elles sont utilisables ? C'est-à-dire, est-ce que le fait de les utiliser me permet de tenir mes objectifs ? Est-ce qu'elles ne me font pas perdre du temps ? Et bien souvent, ces deux cases n'étaient pas cochées. Notamment parce que la réalité du travail n'était pas suffisamment intégrée. Deuxième chose, il y avait des enjeux de valeur. C'est-à-dire que parfois, l'utilisation du système venait buter sur des valeurs de front, c'est-à-dire des valeurs qui sont importantes pour le travailleur. Par exemple, un de mes amis avait développé un système pour corriger les copies des élèves. Mais pas les copies QCM, ça c'est des robots qui le font, des vraies copies intelligentes. Et il a fait un petit démonstrateur, il a montré ça à des profs, il dit « Regarde, ton week-end est libéré ». Le prof dit « J'en rêve, mais jamais ». C'est ma responsabilité d'évaluer les élèves. Vous voyez, donc on voyait que tout ça manquait de compréhension de ce qu'est vraiment le travail. Mais là, c'est différent, puisque c'est le collaborateur qui décide où est-ce qu'il positionne l'IA. Donc on n'est plus du tout dans cet enjeu de « est-ce que ça fait sens ?» Puisque si ça ne fait pas sens, il ne l'utilise pas. Donc on a eu des usages, plutôt sur des tâches créatives. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'où ils ont utilisé. Voilà, parce que peut-être qu'ils ont essayé 2-3 fois, et puis après, ça ne sert à rien, le système est idiot. Et puis certains sont allés un peu plus loin. On sait par contre qu'entre 2023 et 2024, le nombre d'utilisateurs a augmenté de 60%. Et on sait qu'il y a un gros tiers qui sont accros, qui ne pourraient plus s'en passer. Donc ça, c'est une stat importante. Mais il y a aussi 44% qui disent ne pas retoucher à la réponse. C'est-à-dire le sens critique n'y est pas. Par contre aussi, ce que ça montre, c'est que le fait de l'utiliser n'a pas diminué la peur. Entre 2023 et 2024, le nombre d'utilisateurs a augmenté, mais les utilisateurs sont plus nombreux à dire que ça les inquiète. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas soutenable d'avoir peur des outils qu'on utilise au travail. On est d'accord. 68% l'ont caché à leurs collaborateurs en 2023. Ça montre à quel point ils ne sont pas sereins
sur l'impact, enfin sur la réaction de leur manager. D'abord sur le fait qu'ils ont utilisé un outil qui n'est pas validé par l'organisation, ça c'est un vrai sujet. Mais il y a aussi, et je l'ai expérimenté moi-même, que va me dire mon manager heureux de mon travail si je lui avoue que j'ai utilisé l'IA générative? Est-ce que le regard qu'il porte sur mon travail ne va pas changer? Est-ce qu'il ne va pas me traiter de feignant? Ou est-ce qu'il ne va pas dire que finalement, j'ai fait ça sans effort et ou que le résultat ne m'appartient pas? Et puis si j'ai gagné 1 heure, ou une demi-heure, ou un quart d'heure, est-ce que, ça c'est vieux comme le monde, hein, est-ce que je vais voir mon chef en disant « je m'ennuie un peu, je n'ai pas assez de boulot, ma charge de travail ». Non, historiquement, on sait que le travailleur qui a trouvé une bonne astuce, c'est la garde pour avoir un peu de flexibilité, un peu de respiration. Donc, on est largement sur Shadow AI, mais qui a un peu diminué en 2024. On sait que près de 50% maintenant des employeurs encouragent. Il y a eu des études sur les étudiants, notamment de grandes écoles, qui montrent que 99% l'utilisent, 92% régulièrement, et 68% disent que la présence de l'IA générative dans l'entreprise sera un argument fort pour choisir leur futur job. Voilà. 68% disent que ça va être un argument. Dans un contexte où on a du mal à aller chercher les talents, voilà, là, on a un sujet. Ceci dit, voilà, ils disent aussi qu'ils retouchent peu aux réponses, et ça, c'est embêtant. D'ailleurs, toutes les études montrent qu'on a un gap générationnel. L'IA, c'est beaucoup les 18-25, et à mesure qu'on dépasse les plus de 35 ans, l'IA générative, il y a beaucoup moins de early adopters, comme on dit. Donc voilà un peu pour le paysage de l'IA générative, mais qui montre que quand on part du travail réel, qu'on libère des pratiques pour potentialiser le collaborateur, eh bien l'adoption est beaucoup plus forte que quand on part du travail prescrit pour standardiser les pratiques et augmenter l'organisation. Donc ça, c'est un parcours dont il faut s'inspirer pour arrêter de développer des cas d'usage qui restent dans les armoires. Maintenant, la question du management. Les managers ont plusieurs sujets. Il y a évidemment la façon dont eux-mêmes peuvent être transformés par l'intelligence artificielle, dans leur métier, dans leur suivi des collaborateurs, mais aussi dans les différentes tâches qu'ils peuvent avoir, générer du texte, générer des PowerPoint, faire des comptes rendus de réunion, etc. Tout ça, il y a des applications très fortes. Mais il y a aussi la façon dont ça peut transformer le travail de leurs collaborateurs et potentiellement amener du stress, de l'inquiétude, du mal-être au travail. Donc nous, au Laboria, on a étudié un certain nombre de cas d'usage autour de 6 points de vigilance qui sont très classiques. La reconnaissance. Dans quelle mesure le fait d'utiliser, comme je le disais tout à l'heure, l'IA générative ou l'IA altère la reconnaissance qu'on peut recevoir de son manager, au regard du fait qu'on estime que c'est devenu facile, qu'on a du mal à identifier la production réelle du collaborateur, ou que les pratiques ont été dissolues dans l'utilisation de l'IA. Il y a évidemment les interactions humaines. Dans quelle mesure le fait d'interagir davantage en langage naturel avec des systèmes d'IA va se faire au détriment des échanges que j'ai avec les collaborateurs dans des environnements de travail en plus qui sont de plus en plus hybridés entre les télétravailleurs, les présents, etc. Il y a le sentiment d'être surveillé ou contrôlé par le système d'IA, c'est-à-dire finalement il y a une espèce d'œil de Moscou qui plane sur les pratiques. Il y a le sujet de la réduction de l'autonomie, le fait qu'on a le sentiment que le pouvoir d'agir diminue. Le pouvoir d'agir, c'est le sentiment de puissance que l'on a sur son activité. À partir du moment où il y a un intermédiaire entre le sujet et l'objet de son travail, eh bien, qui s'appelle l'IA, un système d'IA, eh bien, le travailleur, le collaborateur peut avoir le sentiment qu'il a moins d'impact, d'influence personnelle sur le résultat. Et donc, il a moins d'autonomie. Il y a les savoir-faire qui peuvent être modifiés par l'utilisation de l'IA, non du fait qu'on fait moins et on est plus... Une partie de notre activité s'oriente vers la machine, c'est-à-dire on est moins dans le travail direct, mais dans le travail indirect. On est dans l'interaction avec la machine qui fait.
Et donc les savoir-faire antérieurs sont démonétisés, dévalués. Et puis il y a potentiellement un risque de déresponsabilisation. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est l'IA qui a dit que, et j'ai suivi. Donc ça, c'est des sujets qui sont encore une fois très anciens, mais qui sont réactualisés. C'est Jean-Gabriel Ganassia qui dit l'IA pose de très anciennes questions en de nouveaux termes. Il y a eu une enquête sur 50 early adopters de ChatGPT et qui a atterri sur un article en avril 2024, donc très récemment, sur le management, qui a identifié 3 sujets. D'abord, précisément sur l'impact que ça peut avoir sur le collectif de travail, les liens d'interconnaissance et la circulation des connaissances. Ils ont vu notamment que parmi ces 50 early adopters, beaucoup allaient sur la recherche d'idées, sur des tâches qui jusque-là sollicitaient le collectif. Dans un collectif de travail, il y a un moment qu'on vit régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, c'est par exemple le brainstorming. Il y a un nouveau sujet, on va explorer ensemble. Il y a 2 choses qui sont importantes dans le brainstorming. Le résultat, est-ce qu'il permet d'avancer? Mais il y a le processus. Dans le brainstorming, s'échangent des visions du monde, s'échangent des perceptions, se développe une connaissance formelle et informelle à l'intérieur du collectif de travail qui va irriguer l'ensemble de la coopération à venir. Par contre, c'est coûteux. Il faut faire une réunion, il faut de la méthodologie, puis il faut réunir les gens, etc. Vous pouvez faire du très bon brainstorming avec l'IA générative, avec des méthodologies qu'on appelle, par exemple, des arbres de pensée, qui est une façon d'entraîner l'IA à partir d'un sujet et d'approfondir, d'explorer, etc. Ça marche très bien. Donc, du point de vue du résultat, je ne dis pas que c'est meilleur, mais c'est comparable. Par contre, vous n'avez plus le processus. Puisque vous avez interagi avec une machine, le collectif, il est en train de s'atomiser, c'est-à-dire le human teaming est en train de pourrait s'atomiser avec du human-machine team. Donc là, il n'y a pas de fatalité, évidemment. La question, c'est que le manager, il va devoir s'engager davantage dans l'animation du collectif. Aujourd'hui, le collectif de travail, il a 2 formes polarisées d'animation. La réunion de service, où on s'embête. C'est pour ça que tous les gens regardent leur portable, font leur mail et tout. C'est vrai aussi, moi, quand j'étais dans d'autres entreprises, je ne recevais jamais autant de mails de mon responsable que quand il était en équipe de direction. Il a bien échangé. Et puis le team building, avec le speaker, avec le serious game, avec l'escape game, la fête, le restaurant et tout, où on s'éclate. Mais des moments où on s'éclate au boulot, des moments où on peut dire collectivement, il s'est passé un truc incroyable, mais pas parce qu'on a fait la fête, pas parce que, voilà, mais parce qu'on a avancé, et ça fait du bien, collectivement. Il y en a finalement de moins en moins. Et donc, le manager va devoir vraiment avancer là-dessus. Il y a la question, nous dit cet article, de la qualité des connaissances. La qualité des connaissances, il faut savoir que l'IA, notamment générative, est statistique et probabiliste. Elle est d'autant plus puissante que la vérité ne compte pas. Il y a un avocat qui a décidé à un moment de défendre son client avec l'IA générative. Il a demandé à l'IA générative la jurisprudence, un avocat américain, la jurisprudence. Son client s'était pris un chariot dans le genou de l'hôtesse de l'air. Et l'hôtesse de l'air lui avait défoncé le genou avec son chariot. Il a attaqué la compagnie. Et l'avocat a dit « Yes, of course ». Et puis il a tapé sa recherche et ChatGPT-4 lui a sorti un certain nombre de jurisprudences. Il a amené ça au juge. 3 jours plus tard, il est convoqué. Maître, oui, vous avez 5 000 $ d'amende, vous avez inventé la justice. Donc quand la vérité compte, c'est un problème l'IA statistique. Voilà. Mais dans plein de sujets, il n'y a pas de vérité. Dans un brainstorming, est-ce qu'il y a une vérité pour explorer des nouvelles? Non, il n'y en a pas. Il y a un bon protocole, un bon processus, mais il n'y a pas de vérité. Donc à un moment, dans les organisations, il n'y a pas que de la statistique et de la probabilité. Il y a des choses qui sont binaires. C'est vrai ou c'est faux. Le règlement, il est comme ça, il n'est pas autrement. Il a été dit ou il n'a pas été dit. Donc le risque, c'est que petit à petit, les connaissances qui circulent sont une espèce de mix d'humain et d'IA, et on ne sait plus du lard et du cochon, on sait plus. Tout devient statistique. Et non, tout n'est pas statistique dans l'information, dans la connaissance. Donc là, il y aura un vrai travail des managers à vraiment développer à la fois l'esprit critique, mais aussi la vigilance par rapport à l'information, la connaissance, et bien distinguer ce qui est probabiliste et ce qui est véridictoire.
Troisième sujet, la redéfinition des rôles. À la fois, la très grande difficulté qu'il y a à distinguer dans un résultat la contribution de la machine et la contribution du travailleur, donc le rôle entre la technologie et l'humain, mais aussi entre les experts et les novices. Les novices, il y a deux sujets qui sont un peu en tension, en contradiction. Lorsque vous positionnez l'IA sur les tâches d'entrée, donc les tâches d'entrée dans un métier, les plus simples, eh bien, comment les novices vont pouvoir apprendre? Parce que les tâches d'entrée sont celles qui permettent d'accéder à l'étape suivante. Dans l'autre direction, parfois, le binôme novice plus IA peut tutoyer l'expertise. Beaucoup d'expériences qui ont été menées sur l'utilisation de l'IA dans certains métiers ont montré une accélération de la performance des novices, qui tutoient les experts. Les experts, en revanche, profiteraient beaucoup moins de l'IA générative, parce que finalement, ils n'en ont pas besoin, ils sont experts. Et donc, ça, c'est un sujet. Et du côté des experts, du coup, ils sont challengés par ces binômes un peu singuliers, novices IA, qui ne remet pas en cause leur supériorité, mais quelque part, remet en cause de savoir si l'entreprise va encore vouloir se payer ces experts, au regard du fait que le novice plus IA produit non pas l'équivalent, mais quelque chose qui est satisfaisant. On va se contenter, notamment parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc là, il y a un sujet pour véritablement accompagner à la fois ce qu'on va appeler l'équité dans la distribution des valeurs technologiques. Faire en sorte que si on met de l'IA, si on met des systèmes d'IA, tout le monde soit bénéficiaire. Pas simplement les experts si on a automatisé les tâches d'entrée, pas simplement les juniors si ça leur permet de tutoyer l'expertise, mais que vraiment l'IA fasse l'objet d'une introduction, je dirais, cohérente, pensée stratégiquement pour que tout le monde en bénéficie et non pas que ça crée des tensions dans le collectif de travail. Je terminerai, s'il me reste quelques minutes, sur les manières de réussir les projets d'IA. Un peu alors, ce n'est pas des garanties, les choses que l'on voit chez ceux qui réussissent. D'abord, il y a un certain nombre de piliers pour monter en maturité. Le premier pilier, c'est qu'il faut une vision stratégique. C'est le pilier de la gouvernance. Il faut qu'au niveau des directions, des COMEX, le sujet IA soit compris. Il faut qu'il fasse l'objet d'une feuille de route qui est discutée, évidemment, avec les partenaires sociaux, les représentants du personnel, et qu'il y ait des moyens et un sponsor. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans le COMEX qui est en charge de suivre ça. Souvent, on a un des éléments, mais pas les autres. On a quelqu'un qui suit, mais il n'y a pas d'argent. Il y a plein de cas d'usage, mais il n'y a pas de feuille de route. Vous avez des entreprises qui ont 150 cas d'usage. Vous ne trouverez personne qui a un document qui les liste tous. Ils ne savent pas. Et des fois, quand on demande d'intervenir, est-ce que vous pourriez commencer par faire le listing de tout ce qu'on fait chez nous? Parce que vous avez besoin d'un acteur extérieur pour ça. Ben oui, on ne sait pas trop. Deuxième chose, l'acculturation. Si vous voulez partir avec une feuille de route stratégique en IA, mais que vous n'avez pas formé vos collaborateurs, c'est-à-dire que vous avez une entreprise compétente en IA, c'est une entreprise qui a au moins 75% minimum de ses collaborateurs qui sont acculturés, qui savent ce que c'est l'IA, qui savent ce que c'est l'IA à base de données, qui savent ce que c'est le deep learning, qui savent ce que c'est l'IA générative, comment ça fonctionne, quelles sont ses limites, parce que si vous voulez de l'esprit critique, on ne sait pas comment ça fonctionne, vous n'irez pas bien loin. Formation. Talent, troisième pilier. Il faut des talents, il faut des gens qui n'ont pas simplement l'acculturation, mais qui ont un niveau avancé en IA. Et ça coûte cher, les talents en IA. Vous pouvez aussi prendre des gens de chez vous et les former, mais il faut aussi des talents. Il faut aussi un dialogue social qui permet d'atterrir sur une vision qui n'est pas celle du remplacement. Voilà, parce que le premier sujet, c'est le remplacement. Et donc, quelque part, il faut construire une vision sociale de l'IA vers la potentialisation des collaborateurs. Et enfin, il faut une culture de l'expérimentation. Si votre organisation, vis-à-vis de la technologie, eux, ce qu'ils veulent, c'est du mature, du surétagère, ce qu'on appelle du plug and play, l'IA, elle n'en est pas là. Voilà, l'IA n'en est pas là. Il n'y a pas de produits surétagère. Ceux qui vous le disent, soit c'est qu'il n'y a pas d'IA, soit qu'ils vous racontent des histoires. Aujourd'hui, il faut des initiatives. Il faut de l'expérimentation. Toutes les organisations qui ont réagi à l'utilisation de ChatGPT par les travailleurs en loose day,
qui ont réagi à l'interdiction, par l'interdiction, ben, quelque part, il faut qu'ils se questionnent sur la reconnaissance des initiatives. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet, notamment en termes de confidentialité des données, parce que mettre des données confidentielles sur une IA grand public, c'était un gros problème. Donc il fallait qu'il y ait de la sensibilisation. Mais derrière, comment vous voulez porter positivement le sujet de l'IA alors que vous venez d'interdire quelque chose que les collaborateurs ont apprécié? Donc il va falloir libérer les initiatives. Donc voilà un peu 5 piliers. Et puis après, ben, un des grands principes, hein, c'est évidemment l'introduction de l'usager dès la phase d'idéation. C'est-à-dire avant même que vous ayez trouvé un fournisseur de solutions, ce qui est une approche techno-push, eh bien, vous devez partir, hein, des travailleurs, une approche beaucoup plus pool, en les formant d'abord, parce que si vous ne les formez pas, bah, celui qui ne sait pas ce que c'est l'IA, il ne va pas vous dire « j'ai besoin d'IA ». Surtout que comme il en a un peu peur, il n'est pas fou. Donc formation de tout le monde. Et puis derrière, du benchmark, de la réflexion. Maintenant qu'on sait ce que c'est l'IA, est-ce qu'on a des sujets? Alors ça peut paraître un petit peu frustrant donc, quand on est très tech, parce que souvent les demandes elles sont très incrémentales. C'est-à-dire que les gens ils veulent des IA sur des petites choses. On se dit mais l'IA elle peut tellement. Mais une bonne démarche, c'est de démarrer par ce qu'on appelle des quick wins. C'est-à-dire on fait quelque chose qui n'a pas une ambition folle en termes de gain de productivité, etc. Mais on monte en compétences, en acculturation, pas simplement par la théorie, mais aussi par la pratique. Et puis on expérimente quelque chose qui fonctionne. C'est plutôt gratifiant de contribuer à un projet IA qui fonctionne. Et à travers cette première étape, qui n'apporte pas des gains de productivité de dingue, eh bien, on peut passer à l'étape suivante, parce que derrière, on est monté en maturité et en compétences. Donc on va chercher des petits gains pour aller chercher ensuite des plus gros gains. Voilà. Mais très important, l'intégration dès la phase d'idéation et tout au long du processus de conception, de l'expérimentation. Et puis derrière, on met en place régulièrement des ateliers, on appelle ça la clause de revoyure, c'est-à-dire qu'on se revoit régulièrement parce que une des grandes caractéristiques de l'IA, c'est son caractère dynamique. On n'a pas une techno statique. Là, on vous parle depuis un studio, on a des technos qui sont statiques. On n'attend pas d'elles qu'elles apprennent, on n'attend pas d'elles qu'elles s'adaptent, on attend d'elles une performance qui a été établie par le fournisseur, et ça marche ou ça ne marche pas, mais il n'y a pas ce caractère fluctuant de la solution. Et avec l'IA, on a ce caractère dynamique. Donc ça, c'est une première grosse différence. La deuxième grosse différence, c'est que c'est la façon dont on interagit avec la machine. Jusque-là, il fallait plutôt s'adapter à la machine, s'adapter à son langage. On avait des modes d'emploi qu'on suivait, on suivait des tutos, on apprenait à parler le langage de la machine. Là, maintenant, on va de plus en plus vers des machines qu'on va piloter en langage naturel. Et donc ça, c'est une très grande nouveauté qu'il faut appréhender. Et puis la troisième grande différence, c'est la dimension éthique. Voilà. Il y a beaucoup d'enjeux éthiques associés à ça. Il y a des IA, il y a un règlement, vous l'avez évoqué en introduction, qui se met en place autour des IA à haut risque, à risque élevé, à risque faible. Il y a la question des biais, hein, qu'on évoque énormément. Et donc ces enjeux éthiques vont faire qu'il va falloir mettre en place de la comitologie éthique pour accompagner ça avec des experts indépendants qui vont donner des avis, qui vont construire aussi avec les salariés, pas tous les salariés, mais avec quelques salariés qui ont les documents de cadrage et qui vont suivre un peu les cas d'usage pour regarder, pour être vigilants sur ces cas d'usage par rapport, je dirais, au cadrage éthique qui a été mis en place, qui devra évidemment respecter la loi. Mais je dirais, une entreprise, elle ne fait pas que respecter la loi. Elle a des usages qui vont être liés, qui peuvent être légaux, mais qu'elle va s'interdire parce que ça ne correspond pas à sa culture. Ça ne correspond pas à sa mission sociale, à ce qu'elle est en termes de visibilité, de notoriété dans l'espace public.
Donc ce n'est pas parce qu'on peut faire des choses que l'entreprise va tout s'autoriser, parce que toutes les entreprises sont différentes, guidées par des missions sociales différentes. Les organisations qui sont très tournées vers le business, qui sont dans des structures très compétitives, vont beaucoup s'engager sur l'IA pour gagner en compétitivité. Et puis celles qui sont moins dans ces situations-là, qui sont moins dans des environnements ultra concurrentiels, eh bien évidemment que les gains de productivité l'intéressent, mais souvent ce n'est pas du tout pour licencier, ce n'est pas du tout pour réduire, c'est plutôt pour regarder où est-ce qu'elle peut produire le plus de valeur possible. Donc il va y avoir cette discussion pour regarder où est-ce qu'on met de l'IA pour continuer à être ce que l'on est, et non pas dénaturer ce que l'on est, et pour amener de la valeur là où on attend de la valeur. Parce que parfois, on passe peu de temps à l'endroit où non seulement on doit amener la valeur, mais là où ça nous motive d'aller travailler, mais beaucoup de temps sur des tâches qui nous intéressent moins. Donc voilà un petit peu les quelques recommandations que je peux faire pour faciliter la réussite de vos projets. Merci beaucoup Yann pour ces éclairages. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment l'IA va transformer notre travail et comment il faut s'y préparer grâce à ces recommandations. Alors on a le temps de prendre quelques questions, donc je vais essayer de les retrouver dans le chat de l'émission. Alors il y avait une question sur les solutions d'IA qui existent, d'IA générative, qui sont disponibles sur le marché. Quels sont les critères pour juger ou choisir d'une solution d'IA, notamment au regard des problématiques de confiance au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir les retenir? Alors pour l'instant, l'évaluation de la qualité des systèmes, c'est une filière qui se met en place. Voilà. Pour l'instant, avoir un système d'évaluation comme il peut en exister, par exemple, sur des normes ISO ou des normes AFNOR, c'est encore en place. Et clairement, lorsqu'elles vont être établies, ça va être très challengeant pour la plupart des outils. Voilà. De la même façon que quand l'AI Act va être opérationnel, ça va être très challengeant pour les outils. En 2018, il y avait eu une grosse cinquantaine de super experts de l'IA qui avaient été réunis par la Commission européenne et qui avaient posé des exigences pour une IA digne de confiance. Donc on retrouvait la transparence par rapport à la boîte noire, on retrouvait le respect évidemment de la privacy, le respect des données personnelles, le fait que le système ne devait pas être discriminatoire. Il fallait qu'il soit guidé par le bien-être sociétal et environnemental. Il fallait qu'il n'impute pas les chaînes de responsabilité qu'on peut trouver. Il fallait qu'il maintienne la supervision humaine, l'autorité humaine. Voilà, il y avait un certain nombre de critères. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que par exemple ChatGPT, donc cette application qui aujourd'hui excite un peu tout le monde, en tout cas à amener l'IA générative, est très éloignée de ces critères. D'ailleurs, Sam Altman, donc un des cofondateurs d'OpenAI qui commercialise ChatGPT, a dit cet été, enfin l'été dernier, « Je suis la personne sur Terre qui a le moins confiance dans ChatGPT ». Et ça dénote d'une nouvelle forme de leadership technologique. Moi, je viens de Toulouse. Voilà, je viens de Toulouse. On n'imagine pas dans 10 ans, premier vol de l'avion à hydrogène, on va rêver un peu, le CEO ou la CEO d'Airbus, lors du premier vol d'inauguration, faire son discours et conclure en disant « Je suis la personne sur Terre qui fait le moins confiance dans cet avion ». Parce que là, on se barre. Voilà. On rentre chez soi vite, vite. Et puis on imagine la panique chez les autorités, etc. Monsieur le Président, Madame la Présidente, on s'en va. Et bien là, on a cette forme de dissonance qui arrive avec des leaders qui, pour beaucoup, c'est le cas aussi d'Elon Musk, avouent eux-mêmes avoir très peur de l'IA parce qu'ils sont nourris par ce qu'on appelle la pensée long-termiste. La pensée long-termiste, c'est une pensée de l'IA qui annonce ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire que le fait qu'à un moment, l'IA va être plus puissante que nous et qu'elle va se retourner contre nous. Et donc, on a des gens qui développent la solution dont ils ont très peur à l'avenir, à long terme. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt inquiétant. Pour autant,
Bon, les long-termistes, ça reste une communauté très isolée. Moi, en tant qu'expert de l'IA au travail, je regarde des sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, que je ne vais pas répéter, qui sont beaucoup moins prosaïques, beaucoup plus concrets, la reconnaissance, l'autonomie, etc. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien positionner les large language models, donc l'IA générative aussi, parce que l'IA générative, ce n'est pas que du texte, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être... Vous savez qu'il y a OpenAI qui a créé une solution qui s'appelle Sora, qui fabrique des vidéos à partir du texte. On appelle ça du text to vidéo. Et elle ne la commercialise pas parce qu'elle a très peur de la multiplication des deepfakes, de la désinformation. Et donc, pour l'instant, elle attend de voir comment on peut un peu sécuriser ça. Et donc, elle a mis ça entre les mains de gens qui martyrisent un peu la solution pour voir si on peut briser les paramètres de sécurité, pour faire des choses un peu horribles. Donc, en attendant ça, ce qui est très important, et c'est d'ailleurs ce que nous dit Sam Altman, en l'état actuel, il faut qu'on se responsabilise, nous. Voilà, il faut qu'on se responsabilise. Par exemple, là, je suis en train de préparer une conférence pour l'IA dans l'enseignement. Eh bien, il y a toute une page sur le site d'OpenAI sur les GPT for Teaching et qui explique tous les biais qu'ils reconnaissent dans leur système. Il y a les biais qu'ils ont mis délibérément pour éviter que leur système soit fasciste, sexiste, platiste ou climato-sceptique. Et puis, il y a les biais, par exemple, qui disent c'est un produit occidental. C'est un produit occidental, donc il projette une vision du monde occidental. Donc, en fait, pour l'instant, il nous met en alerte et il nous responsabilise, nous. Donc, finalement, l'actuelle limite en termes de certifiabilité des systèmes doit être compensée par une responsabilisation des utilisateurs. Mais ça, on n'est pas très habitué. Si ce n'est qu'on est responsabilisé par rapport à la conduite des véhicules. Et je pense que voilà, la voiture aujourd'hui a plein de situations, plein de sécurisation, mais elle dépend encore beaucoup de son pilote pour éviter des accidents et que ça tue des gens. Et je pense que la métaphore fonctionne avec l'IA générative actuelle. La fiabilité de l'IA générative dépend beaucoup de son pilote. Merci. Une autre question dans le prolongement de cette question de confiance, c'est est-ce que l'IA est-elle explicable, comme le recommande le dernier rapport du Labor IA? Ouais, alors, l'IA n'est pas explicable au sens où on pourrait demander à la machine son raisonnement et qu'elle nous le fournirait. Et plus c'est complexe, moins c'est explicable. Mais ce que demande le Labor IA, c'est de créer ce qu'on a appelé une explicabilité située. C'est-à-dire, le travailleur n'a pas besoin d'avoir une explication totale, mais d'avoir une explication qui lui permet de continuer son process de travail en responsabilité. Un exemple. J'ai étudié pendant 1 an un système dans l'automobile qui évalue la qualité des soudures sur les châssis de voitures. Ce système fonctionnait avant le programme de recherche dans lequel j'étais intégré, mais ils ont essayé de voir comment ils pouvaient aider celui qui allait prendre la décision de mettre le châssis à la benne ou de le réparer ou de le maintenir malgré tout dans le process, malgré le défaut identifié. Eh bien, ils ont essayé de voir comment on pouvait créer un système qui détourne la zone exploitée par l'IA pour faire son diagnostic. Et donc, en détournant la zone, le technicien était plus en capacité de prendre la meilleure décision possible. Et donc, c'est ce type d'exemple qu'on voudrait généraliser, non pas pour l'instant, parce que c'est un défi technique d'explicabilité, mais total, des approches 100% data, mais plutôt des éléments d'information générés par le système pour permettre le maintien de la décision en responsabilité. Ceci dit, dans les systèmes dits critiques, c'est-à-dire des moments où la prise de décision elle va avoir un impact soit sur votre intégrité physique, soit sur votre intégrité morale, par exemple un système qui va juger votre divorce, en attendant que la science nous trouve un moyen pour l'explicabilité, explicabilité à moindre coût, parce que si vous avez une explicabilité mais qu'il faut multiplier par 2 la puissance de calcul, eh bien votre système il est plus viable économiquement. Eh bien on va vers ce qu'on appelle des IA dites hybrides, ce qui est notamment développé à Anity, au Centre d'intelligence artificielle à Toulouse, où on va essayer de développer au maximum notre système dans un modèle explicable, soit en algorithmie classique,
soit dans ce qu'on appelle la vieille IA, l'IA symbolique, de façon à ce que tout ce qu'on a développé de cette façon-là soit régi par des règles définies en avance et que le système puisse communiquer sur les règles qu'il a mobilisées. Et puis finalement, c'est la dernière couche de valeur qu'on n'arrive pas à avoir par les systèmes traditionnels qu'on va mettre en 100% data. Mais vous voyez, si c'est 10% du modèle IA qui est là-dessus, eh bien on aura 90% d'explications. Et là, en plus, on aura quelque chose de plus certifiable. Et c'est un peu le langage aujourd'hui, on cherche plutôt à certifier les IA plutôt qu'à les rendre explicables, les certifier. C'est-à-dire que quelque part, on est capable d'apporter des garanties de performance. Et par ailleurs, les systèmes plus classiques sont beaucoup moins consommateurs d'énergie. Donc on a quelque chose qui est plus frugal d'un point de vue énergétique, parce que les gros modèles de données, c'est très consommateur sur le plan énergétique. C'est une question qu'on a également sur le chat. C'est justement quelle est la soutenabilité du passage à l'échelle de l'IA de ce point de vue-là, de ce point de vue environnemental. Alors la soutenabilité d'un passage à l'IA en mode actuel qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire plus c'est gros, mieux c'est, elle est très discutable, elle est très inquiétante. Alors, on va évidemment optimiser. Hein, on pense en tête à l'informatique quantique qui nous donnerait une puissance de calcul incroyable, etc. En France, on a un atout, c'est le président qui l'a rappelé d'ailleurs le 22 mai 2024 lors de la soirée des talents d'IA qui a annoncé la vision, la nouvelle stratégie de la France, après celui du rapport Villani 2018, disait on a une énergie décarbonée et pilotable. Donc ça, c'est un atout. Pour autant, même si on optimise le calcul, on a toujours ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est que quand vous avez optimisé votre système, en IA ou ailleurs, hein, eh bien, vous décuplez l'usage. Si vous avez une voiture qui consomme 2 fois moins, vous l'utilisez 2 fois plus. Et donc, on a ce problème d'effet rebond. Et donc, actuellement, on a d'autres modèles qui se relèvent de ce qu'on appelle le scale down. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver des modèles plus petits, plus malins, entre guillemets, et donc plus frugaux. Et je dirais que ce qui est très important dans les organisations, notamment celles qui sont pilotées par l'intérêt général, par le service public, c'est d'avoir toujours en tête cette équation entre le bénéfice que l'on amène et, quelque part, l'impact écologique. C'est-à-dire que ça serait complètement incohérent, après tout ce qu'ont fait les entreprises aujourd'hui pour s'aligner sur un certain nombre d'objectifs millénaires du développement durable, les stratégies RSE, etc., d'investir dans des technologies qui sont dégueulasses. On va dire comme ça, à la fois sur le plan technologique, mais aussi sur le plan humain, parce qu'il y a beaucoup de micro-travailleurs qui labellisent les données. C'est pas joli, hein, le travail de la donnée. C'est pas en France, pas un peu en France, c'est un peu en France, mais c'est plutôt en Inde, en Asie, au Madagascar, en Amérique du Sud. Et sur le plan écologique, ça peut être aussi très, très dommageable. Donc, bon, les grands groupes, tant qu'ils ne sont pas réglementés, ils vont y aller, hein, mais et si jamais ils n'ont pas, je dirais, ils estiment que on va mettre de côté les engagements écologiques, hein. On sponsorisera une expédition d'un savant pour identifier, pour travailler sur des règlements climatiques. Mais pour ceux pour qui c'est vraiment sérieux, c'est vraiment sincère, c'est vraiment authentique, eh bien, il faudra vraiment toujours regarder la balance bénéfice-risque de l'IA pour être sûr que d'abord, on met vraiment de l'IA quand on n'a pas d'autre chose au regard de la consommation, que le service rendu est vraiment qualitatif pour ceux à qui on rend service, que ça apporte aussi de l'amélioration de la qualité de vie au travail pour les travailleurs, et qu'on a opté pour la solution la plus frugale, qu'on a vraiment choisi la solution la plus frugale, et qu'on a un peu challengé aussi les fournisseurs pour aller vers cette frugalité. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il est important que des organismes comme le vôtre soient exemplaires, parce que non seulement c'est ce qui va maintenir le lien de confiance, mais c'est aussi ce qui va former les usagers à l'IA de confiance et aussi aux questions des impacts écologiques de l'IA. Parce que dans la vie de tous les jours, on peut avoir des systèmes comme ChatGPT qui sont des Ferrari, hein, et on peut avoir une incompréhension pourquoi, à la sécurité sociale, il y aurait des trottinettes. Voilà. Eh bien, parce qu'on n'a pas besoin d'une Ferrari toujours. Voilà, hein. Moi, je suis venu ici à pied depuis le RER. Je ne serais pas, je serais embêté avec une Ferrari. Déjà, j'aurais la trouille de me la faire attaquer, mais je ne saurais pas où me garer, etc. On n'a pas toujours besoin d'une Ferrari. Très peu de gens ont besoin d'une Ferrari, en vérité.
Donc une trottinette, ça m'aurait été très bien. Et donc il va falloir communiquer aussi sur voilà, pourquoi on a des systèmes peut-être qui ont l'air moins performants que ceux qu'on a dans le grand public, mais qui sont alignés sur ce qu'on veut faire et qui sont alignés aussi sur des engagements écologiques. Oui, tout à fait. Donc, sur cette problématique de déploiement aussi, on dit souvent que le déploiement d'IA, c'est 80% de conduite du changement. Alors, pourquoi ce qui est vrai pour l'IA est finalement vrai aussi pour d'autres projets de transformation à forte composante technologique, et pourquoi est-ce encore plus vrai pour l'IA? Alors, ça revient à des questions qu'on a souvent. C'est, oui, ce que vous avez dit, c'est intéressant, etc. Mais finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, la plupart du temps, il n'y a rien de nouveau. Quand vous faites une transformation technologique, c'est toujours la marche à suivre, c'est toujours, les ergonomes le disent depuis longtemps, de faire des collectifs de co-conception, etc. Oui. Après, ça revient aux 3 grandes spécificités que j'ai dit sur l'IA. Hein, le caractère dynamique et apprenant, les interactions main-machine en langage naturel, qui peuvent modifier le rapport que l'on a aux machines, avec cette idée souvent vendue qu'on a une espèce de collègue. Je mets des guillemets parce que l'anthropomorphisme, ça mène pas toujours à des choses très positives. Et puis le côté éthique. Donc on a 3 sujets où on doit apprendre collectivement. Il n'y a pas de sachant. Voilà. Moi, je fais ça 24/24. Je sais des choses, mais à la granularité de vos organisations. Quand j'interviens, par exemple, dans le comité éthique de DocaPost Éducation, j'amène des choses, mais j'en apprends énormément. Donc, on est tous en train d'apprendre, à travers les grands principes, comment ça s'opérationnalise et comment on arrive à caler des principes sur des situations. Et puis, quand les situations changent, des fois, les arbitrages éthiques peuvent changer aussi. Donc, sur ces 3 enjeux, on a beaucoup à apprendre. Et donc, on a des principes très anciens, mais avec des caractéristiques nouvelles, d'où le fait que c'est encore plus important, parce qu'on a une forme d'incertitude et d'inconnu. Merci. Une autre question sur le recrutement, qui est un domaine majeur au sein de la sécurité sociale, puisqu'on recrute presque 10 000 postes par an. Donc, comment les outils de recrutement basés sur l'IA vont-ils nous aider à mieux recruter et à recruter les talents dont on a besoin, sans tomber, bien sûr, dans les pièges de biais culturels, cognitifs? Alors, il y a plusieurs. C'est un sujet très riche, notamment parce que, effectivement, le sujet des biais humains déjà dans le recrutement, elles sont très documentées. La littérature, notamment celle développée par la psychologie cognitive, et je pense à quelqu'un qui a eu le prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman, dit qu'on est des très mauvais recruteurs. Bon. Il dit aussi qu'on se surestime tous. Hein. On sait qu'il y a des mauvais recruteurs, mais pas moi. 90% des recruteurs estiment faire partie des 10% des meilleurs. Donc, on se surévalue énormément. Alors, quel est notre premier biais? C'est le biais de conformité et de ressemblance. On a tendance à ressembler les gens qui ressemblent à ceux qu'on a en entreprise, enfin à vouloir les recruter, et surtout à recruter les gens qui nous ressemblent. Donc, on est des très mauvais recruteurs. Sur quoi se basent les fournisseurs de ce système d'IA pour le dire? Ils ont des statistiques qui font mal. Le taux de maintien des candidats après 24 mois, est-ce qu'ils sont encore là? On demande aussi aux candidats et aux recruteurs s'ils recandidateraient, et aux recruteurs s'ils reprendraient son candidat. Voilà. Et voilà, un ensemble de critères montre que, grosso modo, on est aussi efficace que pile ou face. Ça fait mal, hein, mais on est aussi efficace que pile ou face. Et donc, que nous disent les vendeurs de ces systèmes? Nous, c'est de la science. Voilà, c'est de la science. C'est pas humain, donc c'est neutre. On va recruter non pas sur la ressemblance, mais sur la compétence. Les systèmes, généralement, associent ce qu'on appelle des tests psychométriques. Donc, c'est une science, une discipline de recherche qui évalue selon différents regards des personnes. Donc, on va avoir le regard de la personnalité, ce qu'on appelle shape, quel type de personnalité vous êtes. C'est souvent autour de ce qu'on appelle les Big Five, qui évaluent les grands équilibres de la personnalité. On a les drive, ce sont des tests plutôt de facteurs motivationnels. Et on a les brain, qui sont les tests d'habilité cognitive. Il semblerait que ce facteur soit le plus exploité par ces systèmes d'IA. C'est-à-dire qu'en fait, on ne regarde pas qui vous êtes,
mais quelles sont vos capacités cognitives par rapport aux tâches qu'on va vous demander. Et derrière, on va récolter tout ça sous forme de data, donc vous passez des tests. Je l'ai fait moi-même, c'est pour ça que j'en parle assez facilement, hein. Je l'ai fait moi-même pour m'auto-administrer la solution. Et derrière, on va regarder l'ensemble de vos collaborateurs, les meilleurs, votre top 10% du métier qui a passé ces tests, on regarde si ça match. Et éventuellement, on regarde sur des bases de données hors de l'entreprise, comment vous matchez. Et donc ça, on vous dit, c'est scientifique. Alors bien sûr, il y a la question des biais. Il y a deux types de biais. Il y a les biais explicites et les biais implicites. Les biais explicites sont ceux qui correspondent à la communauté socioculturelle qui développe le système. Globalement, des hommes blancs, très diplômés, occidentaux. Donc, ceux-là, ils vont définir ce que c'est un bon candidat, avec leurs critères de blancs, très diplômés, etc. Et puis, il y a les biais implicites, sont ceux qui sont contenus dans les bases de données de l'entraînement de la machine. Et si vous avez recruté pendant 10 ans de manière biaisée, eh bien, la machine, elle apprend ça de vous. Ça a été notamment détaillé par une data scientist qui s'appelle Cathy O'Neill, qui raconte comment Amazon a créé un système qui discriminait systématiquement les femmes. Parce qu'ils avaient mis, la communauté qui avait développé le système avait donné comme condition d'un recrutement réussi le fait de rester 3 ans dans la boîte et le fait d'avoir une promotion durant ces 3 ans. Et ensuite, ils ont donné à la machine les 10 dernières années de CV qui avaient activé ces deux conditions. Rester 3 ans et avoir une promotion. Et c'est comme ça que le système en avait déduit que pour statistiquement avoir le plus de chances de prendre un candidat qui reste 3 ans et qui a une augmentation durant les 3 ans, il fallait prendre que des hommes. Donc, il y a deux manières de voir ça. C'est Cathy O'Neill nous dit, on dit oui, les humains sont biaisés, les humains sont biaisés. Mais vous et moi, on ne se ressemble pas. Donc nos biais vont être différents. Donc si moi je suis recruteur et que vous êtes recruteuse, eh bien, on va discriminer, mais pas de la même manière. Donc la personne qui n'aura pas de chance avec moi, elle aura ses chances avec vous. Et inversement, la personne qui a moins de chance avec vous à cause de vos biais, elle aura plus de chance avec moi. Donc finalement, il y avait des biais, mais comme les biais étaient différents en fonction des personnes, un candidat n'était pas systématiquement discriminé. Si demain on utilise tous les mêmes standards de machine, eh bien, il y aura toujours les mêmes personnes qui seront discriminées. Je terminerai en disant qu'il y a, grosso modo, il y a deux types d'usages. Il y a les usages de masse, c'est-à-dire vous recrutez énormément de personnes. Et là, on voit que du côté des recruteurs, il y a un attrait. Parce qu'on n'est jamais assez, quand on recrute énormément, pour un peu orienter sur les bons postes, parce que parfois les gens ne candidatent pas au bon. Non, ça c'est pas bon, mais peut-être qu'il y a autre chose ailleurs. Donc c'est plutôt une IA gare d'aiguillage. Donc là, on ne va pas utiliser les tests, mais on va plutôt aller chercher des mots-clés dans les CV. Et puis, il y a la chasse. La masse et la chasse. C'est trouver les meilleurs. Voilà. Donc là, on a des systèmes d'IA qui traquent les talents sur les réseaux sociaux professionnels, etc. Mais il faut savoir que les talents n'apprécient pas trop qu'on les fasse passer par des machines. Ils aiment bien être un peu dragués, parce que ça nourrit leur ego. Et les chasseurs n'aiment pas trop les machines parce qu'ils ont des techniques de chasse un peu différentes. Par exemple, un chasseur m'avait dit que pour attirer un talent, il se faisait passer pour un client. Et lorsque, ce qui n'est pas très éthique, il se faisait passer pour autre chose que ce qu'il était, quelqu'un d'autre. Et puis quand le prospect donnait satisfaction, ben là, le masque tombait. On disait, bah non, en fait, je suis un chasseur de tête. Et votre réaction m'a vraiment ébloui. Je vous ai un peu challengé et tout. Je veux vous recruter, je veux vous débaucher. Donc on voit un peu les distinctions. Et pour terminer, j'ai discuté avec beaucoup de recruteurs qui m'ont parlé de ce qu'on appelle, directement ou pas, le paradoxe de la justice. C'est-à-dire que quand on demande à des candidats, vous avez le choix entre une machine qui est nickel, elle n'a aucun biais, elle ne va vous recruter que sur les compétences, et un humain qui est tout pourri, il a plein de biais. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Eh bien, ils disent, on préfère l'humain. Paradoxe de la justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment que la machine les catégorise statistiquement, là où l'humain est le seul à être capable de toucher du doigt aux caractères qui sont uniques. On vit dans une société individualiste. Ça veut dire quoi? Individu, ça veut dire indivisible. Je ne suis pas sécable en data.
On ne peut pas me diviser en shape, drive and brain, etc. Non, je suis un tout. Et ce tout, la machine, elle le détricote et elle le met dans des catégories statistiques, dans des profils, etc. Eh bien, l'humain, il a toujours le sentiment qu'il va se perdre quelque chose dans ce détricotage data et que mon caractère singulier et unique, il n'y a que l'humain tout biaisé qui va être capable de s'en emparer. Voilà un peu rapidement le tour du sujet. Mais la DARES vient de lancer un grand appel à projet sur les solutions de recrutement. Et l'IA et recrutement, c'est une des priorités du ministère du Travail. Donc, en fonction de ce que la DARES va récolter comme proposition de recherche, eh bien, nous aussi, on va faire des études sur ces systèmes d'aide au recrutement parce qu'ils sont très attractifs. Il y a beaucoup d'offres. Ce n'est pas évident de faire la sélection des trucs un peu bluff, un peu écran de fumée et des trucs choses sérieuses. Donc, on va rentrer un peu dans la documentation de ces outils. Eh bien, merci. On a peut-être le temps de prendre une dernière question. Donc, vous avez parlé de travailleurs augmentés. On parle aussi beaucoup d'IA capacitante. Est-ce que vous avez des exemples de réussite, en fait, de démarches d'IA qui ont abouti à ce travailleur augmenté, mais dans une IA plutôt positive, en fait? Oui, alors, de façon générale, il n'y a pas de... Il y a rarement, alors à part dans ce qu'on entend dans les médias, des sociétés qui licencient, etc., il n'y a pas de choses encore, il n'y a pas de choses dramatiques autour de l'intelligence artificielle. Alors ce que j'ai évoqué dans cette approche Shadow AI, c'est l'expérience concrète que chacun a pu faire d'une forme d'augmentation. Je peux donner 2 exemples personnels. Je suis chercheur et speaker. Parfois, j'ai des difficultés à trouver des bons narratifs pour permettre à un public non averti de retenir une information scientifique, de trouver la bonne analogie, la bonne histoire qui permet de retenir les choses. Un exemple, j'intervenais auprès des industries culturelles et créatives et on me demandait est-ce que l'IA peut créer. Et je voulais vulgariser un article qui distingue les différentes formes de créativité, les créativités combinatoires, exploratoires et transformationnelles. Je comprenais ce que c'était, mais je ne trouvais pas là. Donc j'ai mis le paragraphe dans l'IA générative et je lui ai dit est-ce que tu peux me raconter ça comme si j'avais 10 ans, avec une analogie? Oui, bien sûr, c'est très simple. En plus, quand on lui demande comme un enfant de 10 ans, il se met à nous tutoyer. Voilà, alors, tu as 2 boîtes de Lego, une pour faire les châteaux forts et une pour faire des voitures, et tu vas mixer tout ça et tu vas faire des objets qui ne sont pas prévus par les 2 boîtes. Ça, c'est la créativité combinatoire. La créativité exploratoire, tu n'as que la boîte de Lego qui fait des voitures. Mais tu essaies de voir le maximum de choses que tu peux faire dans ce champ d'investigation, et autre chose que des voitures. Et puis la créativité transformationnelle, c'est lorsque tu vas découper les Lego, les repeindre, mélanger ça avec tes Playmobil. Et donc tu vas transformer, tu vas réinventer les Lego. Donc là, on est sur quelque chose pour moi à très haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, je ne raconte rien d'autre dans mes conférences que ça. Et puis récemment, on m'a demandé une formation. Et on m'a dit, est-ce que vous pourrez nous envoyer les grands sujets de votre formation? J'envoie ça par email. Et puis après, il me dit, merci, mais pour être subventionné, pourriez-vous mettre ça en format Calliope? Là, c'est le drame. Format Calliope. Oui, je sais bien que ça existe, je sais bien que c'est important pour lui, mais la compétence pour moi, je ne cherche pas à vendre la formation, etc. Ça prend beaucoup de temps, il faut savoir ce que je sache que c'est, puis que je le rédige. Chut. IA générative, est-ce que tu pourrais me mettre ces 5 lignes en format Calliope? J'ai mis en pièce jointe mon PowerPoint, et il m'a mis ça en format Calliope. Je crois. Je crois, non pas parce que moi, en fait, je ne pouvais pas vérifier, je n'avais pas l'expertise. Mais la personne m'a dit c'est parfait. Donc voilà des expériences. En fait, pour moi, ce que ça montre, c'est que ce n'est pas tant la nature de la technologie elle-même, c'est que moi, je suis en totale liberté de l'utilisation. Voilà. Personne ne me l'impose, je n'ai pas de critères de productivité dingue. J'ai la liberté d'utiliser ou pas, et donc c'est moi qui mets du sens et de la valeur, c'est moi qui mets du cœur ou pas du cœur. Une recruteuse d'un grand centre de recherche public avait l'obligation, elle, d'utiliser l'IA pour ses talents, pour recruter ses profils. Obligation d'utiliser l'IA. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait une liberté d'exploitation du résultat. Alors même que le fournisseur avait dit, quand vous avez 80% de match entre le profil scanné, entre guillemets, par l'IA et le poste, on passe
au deuxième entretien avec le manager. Quand vous avez moins de 70%, vous en rediscutez. Moins de 50%, ce n'est pas la peine, on ne va pas plus loin. Et là, en fait, comme elle était la seule à avoir accès aux chiffres de matching, que le manager n'y avait pas accès, elle ne se sentait pas mise en porte-à-faux. Elle ne sentait pas que le manager pouvait lui dire « Ah ben celui-là, tu me l'envoies et tout ». Si jamais elle ne sentait pas un 80%, elle avait le droit, tout à fait la liberté, vu que le chiffre seul, le chiffre n'était que pour elle, elle avait la totale liberté de le faire. Si un 50%, un moins de 50% avait été son coup de cœur, elle pouvait le faire passer en deuxième. Et donc en fait, ce que ça montre, c'est que ce n'est pas tant la solution elle-même que l'environnement socio-organisationnel qui l'avait mis en situation de confort, qui l'avait mis en situation de garder la main, de garder le sens de son travail. Et quand je lui demandais « c'est quoi le sens de votre travail ?» C'est quoi, pour vous, le moment où vous dites « je fais vraiment un beau travail ?» Elle me disait « c'est quand j'ai un coup de cœur, que je l'accompagne, que le manager a un bon entretien et que derrière, il est recruté et qu'on se croise régulièrement et où elle me dit « je m'éclate ». Ça, c'est mon bonheur. Et l'idée, c'était de savoir dans quelle mesure l'intégration de système d'IA n'altérait pas ce kiff professionnel qu'elle pouvait avoir avec l'intelligence artificielle. Et donc, on se concentre beaucoup sur la nature de l'outil, mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment penser, c'est comment l'organisation met le collaborateur en situation d'aisance, en situation de confort, en situation, pardon pour l'anglicisme, d'empowerment. Les Canadiens disent en capacitation super rapidement, moi je m'entraîne. Mais voilà, comment on est mis en situation de réussite et en situation de bien-être au travail. Et le bien-être au travail, je le rappelle, ce n'est pas le baby-foot qu'on vous met à la salle de pause, c'est la possibilité de faire du bon et du beau travail. Merci beaucoup pour ces échanges et ce partage très riche. J'espère en tout cas qu'il vous aura permis de comprendre les impacts de l'IA au travail et surtout combien la dimension humaine, socio-organisationnelle était importante dans ces projets. Et ce sujet, nous y reviendrons sur les prochains événements du Lab, donc très prochainement. Écoutez, je vous remercie beaucoup Yann et à bientôt.